moi j'entends ta voix me parler tout bas, et quand je m'endors, je l'entends encore. Ton amour géant délivre mon chant, réveille mon corps, réveille l'aurore. Bonjour, quel plaisir de vous revoir. La quatrième émission, oui. Notre quatrième émission de Rencontre des temps nouveaux. Et cette fois-ci, on va parler de la relation amoureuse à la relation de couple. Oui, ça c'est un passage important. Beaucoup de couples, effectivement, vont échouer, je crois, plus tard, s'ils ne veillent pas avec plus d'attention, plus d'attentivité, plus de respect peut-être sur ce passage, parce que je peux aimer cette femme à la folie et lui proposer une relation invivable. Donc, amour et relation, sentiments et communication sont deux planètes totalement différentes, mais qui doivent graviter l'une autour de l'autre de façon harmonieuse, sans se télescoper, sans se violenter. Et c'est vrai que passer de la rencontre amoureuse qui se vit au présent à la relation de couple qui va s'inscrire dans la durée, eh bien, c'est une aventure extraordinaire que nous ne réussissons pas toujours, puisque aujourd'hui 2 couples sur 4 se séparent. Mais ce que je vais dire va peut-être permettre à beaucoup de couples, peut-être, de prendre le risque de rester ensemble. Et de s'inscrire dans la durée. Oui. Ça, c'est formidable, c'est ce qu'il y a de plus beau. Dans la durée. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, on va aller rejoindre notre amie Florence. Que nous connaissons bien et qui me stimule beaucoup par ces questions. Oui, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre de l'éducation à la paix, s'il y a déjà la paix dans le couple, dans la famille, dans ce premier noyau, eh bien, ça peut se développer indéfiniment. Il y a plus d'espoir qu'il y ait voilà. plus de paix dans le vaste monde. Donc, on va continuer à agir dans ce sens. Je l'espère. Merci. Jacques Salomé, cette émission va parler de ce passage entre la rencontre amoureuse et la relation de couple. Alors je voudrais quand même qu'on revienne sur l'émission précédente où nous avions vu comment on pouvait passer du désir à la relation amoureuse et ce qui caractérisait véritablement cette relation amoureuse. Alors peut-être on va rappeler pour tous ceux qui n'étaient pas là lors de la première émission les grands point essentiel de la relation amoureuse. De la rencontre. Vous avez raison, de la rencontre amoureuse. Alors, c'est l'attirance à sens unique ou attirance mutuelle, le fait qu'il y a des affinités, on aime des choses semblables ou différentes, le fait qu'il y a du désir, qui est présent chez un, pas encore présent chez l'autre, ou un désir en réciprocité. Ça, c'est le meilleur des cas, bien sûr. Des sentiments, et ça, c'est très important, la question des sentiments, c'est-à-dire de l'amour chez l'un qui rencontre un amour chez l'autre, et quand ces deux amours se rencontrent et s'accordent, ça, c'est ce que j'appelle le miracle de l'amour. Et puis, bien sûr, les choix inconscients qui sont présents dès les premiers instants de la rencontre, voilà, avant même des fois qu'on ait dit quelques mots, et c'est ça qui va structurer, qui va construire ce qu'on pourrait appeler la rencontre amoureuse. Et puis, bien sûr, va se poser la question très importante. Lequel des deux va souhaiter le mariage? Le mariage ou une relation de compagnonnage sur le même territoire, le même appartement, etc. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que vous savez que dans plus de 60% des couples, il n'y en a qu'un des deux qui demande le mariage et que l'autre ne le demande pas? Il va dire, quand on étudie cela, c'est ahurissant des fois, il va dire, bon, si tu veux. Ça, c'est pas une demande en mariage. D'accord, si ça te fait plaisir. Et alors, celui qui a demandé, il se sent blessé par la non-réponse de l'autre, parce que ce genre de phrase-là n'est pas une véritable demande en mariage, et donc il va lui faire payer. C'est celui qui a demandé et qui n'a pas été demandé qui va faire payer à l'autre le fait de ne pas avoir été demandé. Quand je dis faire payer, par des contentieux qui vont s'ajouter comme ça, qui vont
qui vont polluer la relation à petite dose, mais petit à petit, de façon assez grande. Ce qui fait que j'ai une amie dont le mari lui avait... C'était lui qui avait fait la demande. Il lui avait dit « Oh, je te vois bien comme la mère de mes enfants. » Moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'il ne m'avait pas demandé un mariage. Il m'avait vu comme la mère de ses enfants. Et pendant 25 ans, gaillardement, j'ai élevé ses enfants. Puis je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas réellement épousé comme femme. Et donc j'ai demandé le divorce et je lui ai dit « J'attends que tu me demandes un mariage comme femme. » Et elle m'a dit, il a attendu 2 ans. Mais ils ont repris et ils sont encore depuis plus de 20 ans encore ensemble. Vous voyez, ça c'est très important. Qui demande? Alors parce que les enjeux sont différents. Je sens que la relation est, par exemple, je vais étonner certains, je sens que la relation est vacillante chez elle, et c'est là que je vais demander un mariage, comme si, vous voyez, je mettais un ancrage, comme si je la retenais, ou elle sent que je risque d'être attiré par d'autres femmes, et elle me demande un mariage. Vous voyez, ou elle a besoin d'être rassurée, ou pour certaines femmes, par exemple, je ne serai pas vraiment une femme tant que je ne serai pas mariée. Vous voyez, l'enjeu du mariage est très, très, très variable d'un couple à l'autre. Donc on pourrait dire que c'est quand même des mauvaises raisons, là. C'est pas des mauvaises raisons, c'est des raisons, mais il faudra en parler. Tu vois, quand je t'ai demandé un mariage, ben au fond, c'est que j'avais peur que tu m'aimes plus ou que tu sois intéressé par un autre. Rappelle-toi, on avait un copain, là, tu t'intéressais un peu à lui, tu as remarqué qu'un mois après, je te demandais un mariage. C'est de mettre des mots. Il n'y a pas de mauvaise demande, il n'y a que des leurres dans lesquels nous restons et qui vont nous blesser. Voilà. Donc, prenons le meilleur des cas, toujours la réciprocité. Elle demande, tiens, puisqu'on s'entend bien, il y a du désir chez toi, des affinités, etc. Peut-être que nous pourrions construire un couple, soit vivre ensemble, soit envisager de se marier. Et lui dit, eh bien, c'était également mon désir. Moi aussi, j'avais le désir de m'engager avec toi et de me marier. Ça, vraiment, c'est la situation idéale, la réciprocité. Alors, je vais tenter de montrer maintenant, si vous acceptez, donc, au fond, quels sont les ancrages qui sont nécessaires pour construire une relation de couple dans la durée. Et vous allez remarquer que dans beaucoup de couples, ces ancrages ne sont pas présents. D'où ce que nous avons dit, ce que j'ai dit dans une précédente émission, 2 couples sur 4, 3 couples sur 4 dans les grandes métropoles se séparent. Ils vont se séparer justement parce que les fondations, voilà, ce dont je vais parler, ce sont des fondations. Au cas exceptionnel où ceux qui m'écoutent vivent en couple et voudraient les reconstruire, car c'est toujours possible de réinventer son couple après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Et pour ceux qui débuteraient, pour ceux qui se projettent dans le possible d'une vie de couple, qui sachent au moins quelles sont les fondations. Alors je vais reprendre mes outils. Alors voilà, une femme, un homme, voilà. Ils sont donc, ça c'est la rencontre amoureuse, vous voyez, c'est très léger. Et puis, l'un des deux, ou les deux, je le souhaite, ils souhaitent construire une relation de couple. Vous remarquez que c'est pas pareil, hein? Vous sentez que c'est plus consistant. Ça c'est encore très léger, hein, la rencontre amoureuse. On fait des projets à court terme. Là, ça devient plus consistant. Alors je vais vous montrer, alors je vais un peu au-delà, et peut-être même, peuvent-ils envisager une relation parentale? Ça c'est très important de le dire, c'est-à-dire faire des enfants ensemble. Hein? Ce qui fait que le jour où ils divorcent, il faut comprendre que le divorce, c'est la rupture de la rencontre amoureuse et de la relation conjugale. Mais j'espère le maintien de la relation parentale. Ce qui fait qu'il ne faut pas que, si jamais c'est lui qui part, il ne faut pas qu'elle dise aux enfants « Votre père me quitte ». Ah non, c'est pas papa qui te quitte, maman, c'est ton mari. Le divorce, c'est la rupture du lien amoureux et conjugal. Mais j'espère le maintien du lien parental. Alors vous savez comme moi que dans beaucoup de couples, dans certains couples, on lâche les deux. T'as voulu me quitter,
débrouille-toi, etc. Mais ils n'en sont pas là, donc on ne va pas alourdir la relation, ils n'ont pas encore fait d'enfants. Aujourd'hui, des fois, on fait des enfants avant même de se marier. Mais, alors, quels sont les ingrédients, les pierres de fondation d'une relation de couple? Eh bien, premièrement, être délié. Pour faire alliance, il faut être délié. Il faut être délié, lui, par exemple, d'une relation trop forte avec sa mère, surtout si sa mère est italienne, ou les mères juives, je n'en parle pas, et elle déliée d'une relation trop forte avec papa ou un précédent amour. Là, je ne vous donne pas les chiffres parce que vous seriez atterrés. Le nombre de couples dans lequel l'un des deux n'est pas délié. Or, pour faire alliance, il faut être délié. Deuxième condition, capacité à s'engager. Ça veut dire, s'engager, c'est choisir. Je te choisis, ma chérie. Ça veut dire que je renonce aux autres. Et il y a certains hommes, je dois le dire, qui ne s'engagent pas tout à fait. Je te choisis, mais j'en garde une ou deux sous le coude. On ne sait jamais, des fois que je me trompe. Capacité à s'engager chez elle. C'est toi que je choisis. J'ai envie de vivre avec toi des choses que je ne vivrai pas avec un autre homme. Donc, je résume, choisir, c'est renoncer. Et s'engager, ça veut dire aussi, ça c'est très important, avoir une autonomie affective, matérielle, relationnelle suffisante pour ne pas faire dépendre ses besoins de l'autre. Ce qui fait que si un jour, il y en a une qui vient vers vous en vous disant « j'ai besoin de toi pour vivre, j'ai besoin », fuyez à toutes jambes, parce qu'elle va faire ses besoins sur vous. Ne croyez pas que je plaisante. Avoir une autonomie affective, relationnelle, sociale suffisante pour ne pas faire dépendre ses besoins de l'autre. Parce qu'autrement, on met l'autre au service de ses besoins. Donc, c'est ça, s'engager. Choisir et autonomie personnelle. Troisième condition pour construire un couple, capacité à se projeter dans l'avenir. Est-ce que je me vois vieillir avec cette femme? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants? Quand je vois sa mère, ça me donne à réfléchir. C'est symbolique. Capacité à se projeter pour elle. Est-ce que je me vois vieillir avec cet homme? Est-ce que je le vois comme le père de mes enfants, éventuellement? Voyons, dans la rencontre amoureuse, on ne fait pas des projets à très long terme. Mais dans la relation de couple, on se projette dans l'avenir. Capacité à nourrir la relation. Alors ça, c'est très important. Parce qu'il faudrait demander à son partenaire, est-ce que la relation que tu vas avoir avec moi, est-ce que c'est une relation principale ou une relation seconde? Parce que, supposons qu'il a une addiction au jeu. Voici son addiction au jeu. D'après vous, quelle est sa relation principale? Et vous viendrez toujours en second. Il a une addiction à l'alcool. Il est alcoolique. Si c'est ça sa relation principale, vous êtes... Alors réfléchissez avant de vous engager. Parce que ça veut dire, voyez, qu'il va vous proposer une relation qui viendra toujours en second. Et il y a aussi les addictions au travail. Au travail. Ma collègue me disait, dans ma famille, mon père nous avait dit à ma mère, ma sœur et moi, mon travail, c'est 80% de ma vie. 80%. Donc on a compris, ma sœur et ma mère et moi, qu'on était les 20% restants. Ça ne faisait pas beaucoup pour chacune des trois. Prenez soin, s'il veut s'engager avec vous. Est-ce que tu t'engages? Est-ce que je suis ta relation principale? Ou est-ce que je viens en second? Éric Tabarly, quelle était sa relation principale? La mère, par exemple. Ça, c'est très important. Et puis, et nourrir la relation, bien sûr, c'est
c'est relativement simple à dire, difficile à faire, essayer de faire passer le plus possible de messages positifs, bienveillants, de messages gratifiants en direction de l'un et de l'autre, et pas trop de messages toxiques, pas trop de messages disqualifiants. Et moi je suis surpris quand je vais des fois chez des amis, on mange, on est 3-4 couples, je suis ahuri du nombre de messages toxiques, dévalorisants. Oh, mon mari, regardez, c'est un incapable, on ne peut rien lui demander. Vous avez vu ces étagères là, elles sont là depuis 3 semaines, il ne les a pas mis encore. Je suis frappé de voir comment on disqualifie, à mot couvert des fois, dans la sexualité, c'est pas un foudre de guerre, hein. Vous voyez, des petites choses comme ça. Ne croyez pas que je plaisante, c'est souvent, et ça blesse, ça ne nourrit pas la relation. Donc, nourrir la relation chez l'un et chez l'autre, et vous la nourrissez à votre bout, dans sa direction, et lui, j'espère, qu'il la nourrira à son bout, dans votre direction, et pas dans une autre direction. Et puis ça, c'est plus difficile à entendre. Il y a un rêve de vie chez lui. Ça, j'ai mis longtemps à comprendre cela. J'ai mis longtemps à comprendre que quand on passait de la rencontre amoureuse à la relation de couple, au fond, on déposait un rêve de vie chez l'autre. Par exemple, que tu me fasses 5 enfants, ou je me vois comme la mère d'une famille nombreuse, ou qu'on vive un jour en Ardèche. Voilà. Ou elle, on vit à la campagne, qu'on puisse un jour aller à Paris, parce que moi j'adore le théâtre, comme ça. Donc on a des rêves de vie différents. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, voyez-vous, son rêve de vie chez lui, il le dépose chez elle. C'est jamais dit cela, mais c'est implicite. Ça veut dire que j'attends de toi que tu m'aides à réaliser mon rêve de vie. Et elle le dépose chez vous. Et c'est comme si elle vous disait, mais on ne le dit pas, hélas, on devrait le dire. J'attends de toi que tu m'aides. C'est terrible ça. Par exemple, un rêve de vie chez l'un, qu'on ait un jour une maison dans l'Ardèche avec 3 pommiers et une source. Ce rêve de vie, il attendait que vous l'aidiez à le réaliser. Et elle avait hérité d'un terrain dans les Landes de ses parents. Et elle voulait avoir une maison dans les Landes. Dans les Landes. C'est pas le même rêve de vie. On peut avoir des rêves de vie différents, mais parlez-en. Parlez-en. Parce qu'autrement, ça reste dans l'implicite. Et on attend que l'autre nous aide à réaliser notre rêve. Ça, c'est très important. Ce qui fait au passage que le jour où vous allez divorcer, il faudra que chacun, symboliquement bien sûr, reprenne son rêve de vie. Parce que si vous ne le reprenez pas, vous avez un trou là. Vous avez un trou. C'est symbolique ce que je dis. Ce qui explique que dans les couples recomposés, vous séparez, hein, vous recommencez notre relation, mais vous êtes incomplet parce qu'il y a un trou. Vous avez laissé votre rêve de vie dans votre précédente relation. Ça, on devrait vraiment l'apprendre, qu'on dépose un rêve de vie, mais on devrait passer de l'implicite à l'explicite, et que si on se sépare, ça peut arriver, symboliquement bien sûr, de reprendre son rêve de vie pour rester quand même entier et ne pas arriver dans une autre relation un petit peu inachevée. Eh bien, rêve de vie donc chez elle, rêve de vie chez lui, voilà pour moi les 5 ancrages qui vont, vous voyez, si ces ancrages sont présents, je vous assure, il va y avoir des péripéties, bien sûr, dans une vie de couple. Il y a des épreuves, on dit partager le pire et le meilleur, on pense toujours qu'on peut partager le meilleur, mais c'est vrai qu'il y a des épreuves, on fait un enfant, on le perd, peut-être, elle peut être tombée amoureuse de notre homme, et on ne peut pas commander à ses sentiments et rester pourtant très attaché à lui, car sentiment et attachement sont 2 choses différentes. Elle peut aimer un autre homme et rester attachée à vous et ne pas vous quitter. Lui, bien sûr, il dira, mais il faudrait, puisque tu m'aimes, viens avec moi. Non, elle peut aimer ici et rester attachée là. Ou l'inverse, elle peut s'attacher là et rester aimée ici.
mais l'attachement est plus fort que les sentiments. Et on peut assister à ce paradoxe, on peut quitter quelqu'un qu'on aime parce qu'on s'attache à un autre. Attachement et sentiment sont deux choses très différentes. C'est un peu difficile pour ceux qui vont m'écouter de comprendre cela, mais je mets ça en repère, on pourra échanger. Alors voilà ce qui construit une relation de couple. Merci à vous. Merci Jacques. Mais alors, je vais reprendre un petit peu Jacques Salomé. Rêve de vie, capacité à nourrir la relation, capacité à se projeter, capacité à s'engager, être délié. Le rêve de... Vie chez elle, etc. Ça fait beaucoup de choses. Oui, oui. Et alors, est-ce qu'il faut absolument avoir tous ces piliers-là nécessaires pour commencer à vivre véritablement ce qu'on pourrait appeler la relation de couple? Non. Il faut non, tout ça non. Ou on va faire des impasses? Voilà, il n'y a pas d'idéalisation. Pas faire d'impasse. Mais c'est vrai que si on est conscient que ça, c'est nécessaire pour les fondations, même si ce n'est pas tout à fait, toujours présent au début, je crois qu'on devrait garder le souci de les rendre présents dans les premières années de la vie de couple. Car si ces ancrages-là ne sont pas présents au début ou dans les premières années de vie d'un couple, je vous assure que la relation de couple ne résistera pas. Alors mieux vaut ne pas s'engager. S'il faut s'engager, si je suis délié, si je suis capable de choisir, c'est-à-dire de renoncer, si je suis capable de prendre en charge mes besoins et pas attendre de l'autre qu'il les remplisse, si je suis capable de nourrir une relation et si je suis capable de mettre des mots sur mon rêve de vie en direction de l'autre. Donc, il faut, vous voyez, pas rester dans le tout ou rien. Il me semble, dans l'expérience et dans les témoignages, vous savez, j'ai la chance, comme formateur en relations humaines, d'animer des groupes de formation. Et dans ces groupes, depuis 42 ans, j'ai des milliers de témoignages. Donc, est-ce que j'oserais dire que j'ai tout entendu? J'ai tout entendu, toutes les situations les plus extraordinaires ou les plus aberrantes aussi. Et ce que je découvre, c'est que ces ancrages-là, s'ils ne sont pas présents au début ou dans les premières années, je vous assure que la relation n'est pas solide et que le moindre choc... Jacques Salomé, justement, on va avoir d'autres témoignages. Les auditeurs vous posent des questions. Hélène. Donc une question de Roland, habitant Angoulême. Il dit « Ce qui donne la joie de vivre aux êtres humains, c'est la vibration du désir. Après un mariage, des enfants et une douloureuse séparation, j'ai décidé de vivre ce qui me convient, c'est-à-dire l'amour libre. J'ai donc une relation amoureuse avec une femme qui habite Paris. Nous nous voyons tous les mois quand mon travail le permet. Je suis aussi amoureux d'une très jeune fille d'ici, mais avec elle, la communion est si intense qu'il me sera difficile d'éviter son désir de vie commune. Et pourtant, je sais par expérience que le désir s'émousse très rapidement avec le temps. Je lui explique tout cela, mais elle n'y croit pas. Que faire? Eh bien, ça veut dire que pour moi, cet homme, il doit faire la différence entre ce que j'appelle une relation de rencontre, ça veut dire qu'il est limité dans le temps, et apparemment il a deux relations de rencontre. Une à Paris, une fois par mois, quand son travail le permet, et puis une à Angoulême, dans la ville où il vit, avec une jeune fille où il y a un désir très intense, mais il sent chez elle qu'elle a le désir d'une relation, non pas de rencontre, mais d'une relation continue. Et c'est ça un des drames de beaucoup de couples, c'est que l'un veut une relation de rencontre, c'est-à-dire que c'est formidable les relations de rencontre, c'est limité dans le temps et elles sont fondées sur le plaisir commun partagé. Je vous rencontre, on se voit mettons une fois par mois, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est formidable. Si vous n'êtes pas dans la privation, si vous avez une autonomie affective suffisante pour, pendant les 30 jours qui nous séparent chaque mois, de vivre votre propre vie, même peut-être d'autres relations de rencontre à côté. C'est ça la relation de rencontre. Mais de l'autre côté, il se trouve, et apparemment il n'est pas prêt, parce qu'il se donne l'alibi de dire que c'est son désir à elle, c'est en fait lui qui n'est pas prêt à vivre une relation de continuité.
qu'on appelle un mariage sur le même territoire, ou de compagnonnage, ou de couple. Donc déjà, voyez-vous, ne pas confondre relation de rencontre, limitée dans le temps, fondée sur le plaisir partagé, et paradoxalement, ce sont les plus difficiles, parce que le jour où il n'y a plus de plaisir chez l'un, il n'y a plus de bien-être, eh bien on dit, écoute, on a vécu du bon, gardons ce bon à nous, et au revoir, sépare-nous, je garde le meilleur de toi, je souhaite que tu gardes le meilleur de moi. Ce qui n'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes prémices que pour une relation qui s'inscrit dans la continuité, telle que je l'ai montré tout à l'heure, avec des engagements, des projections dans l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas des relations de rencontre qu'on peut prendre pour des relations amoureuses? On peut se tromper sur les... Une relation de rencontre peut être amoureuse, bien sûr, mais ce qui va dominer, c'est le désir et le plaisir dans la relation de rencontre. On ne s'engage pas... Moi, je connais des gens qui ont des relations de rencontre depuis 20 ans. Ils se voient 5 ou 6 fois par an. C'est bon pour eux. Tant que c'est bon pour chacun, tant que chacun n'est pas dans la privation, dans la frustration. Sauf que souvent, un des deux, c'est le cas. C'est ça. Un des deux attend autre chose au-delà de la rencontre, un engagement dans la durée et dans la continuité. Donc ne pas confondre relation de rencontre et relation dans la continuité. Question de Nicole, 32 ans. Pour moi, le désir ne naît que dans le rapport de force. Jusqu'à présent, j'ai toujours été la meneuse dans les jeux érotiques avec mes partenaires, mais j'ai rencontré un garçon avec lequel j'ai eu envie de tenter l'expérience contraire parce que je sentais pouvoir lui faire confiance. Mais il contrôle maintenant toute ma vie et je ne sais plus comment sortir de cette relation. Pouvez-vous m'aider, Jacques Salomé? Eh bien, ça, ce n'est qu'une des dynamiques relationnelles possibles. C'est vrai qu'il y a 3 grandes dynamiques relationnelles. Il y a la dynamique de la semblance, ça veut dire de la réciprocité. Il n'y a pas un dominant, il n'y a pas un dominé. Il y a, des fois, c'est elle qui peut me dominer, et ça me fait plaisir d'être dominé. Des fois, c'est moi qui domine. On le voit d'ailleurs dans les positions. Moi, je viens d'une génération où on connaissait qu'une position, la position du missionnaire, l'homme sur la femme. Aujourd'hui, il y a une variété de positions, mais qui sont librement acceptées. L'autre passe sur moi, c'est moi qui passe sur elle, de côté, etc. Bon, donc c'est une position relationnelle de réciprocité. Et puis il y a certaines relations où il y en a un qui a besoin, au moins provisoirement, d'être dominé, par exemple, dont il va devenir plus ou moins passif, où il va stimuler des fois l'agressivité de l'autre, une sorte de mini-violence, etc. Il a une sorte de machisme à l'intérieur de lui, il va stimuler le sadisme de l'autre. Tant que c'est à dose homéopathique, tant que c'est acceptable par l'un et de l'autre, et que c'est simplement, voyez-vous, une des variations possibles de la rencontre amoureuse, pourquoi pas? Mais là, ce qu'elle décrit, ce sont des positions assez ancrées, son besoin de dominer, et d'un seul coup, elle découvre qu'elle est embarquée dans une relation où c'est l'autre qui la domine, et elle se demande combien de temps elle va supporter cela, combien de temps elle va rester dans la position d'être dominée par un dominant. Ça supposera qu'elle fasse un travail sur elle, parce que ça se joue sur la sexualité, mais ça se vit sur des enjeux beaucoup plus anciens, beaucoup plus archaïques, qui sont est-ce qu'on a eu un père autocratique, autoritaire, une mère répressive qui nous a entraînés à de la passivité alors que, et on aurait voulu aussi la mettre en échec, etc. Il y a des enjeux très très différents autour de cela. Voilà. Donc ça supposera quand même, dans le peu que j'entends de cette situation, un travail sur elle, parce que il n'est pas certain que ce couple puisse s'inscrire comme cela dans la durée. Alors Jacques Salomé, on va retrouver Hélène Kibarou dans une chanson qui a pour titre « Entre toi et moi ». Et dans cette chanson, en fait, Hélène parle justement d'amour libéré de toute attente. Oui. L'amour en tant que vibration ou télépathie. Voilà. Qui abolit la distance et le temps. Et le refrain, c'est « Tu demeures en moi, je demeure en toi ». Bien, oui, ça existe aussi, cet amour. Parce que, vous savez, le fait d'être, comme on dit, un amour, autrement dit, d'être habité par un amour,
même dans le pire des cas, s'il n'y a pas de réciprocité, c'est déjà quelque chose de formidable d'être habité par de l'amour, d'être porté par cet amour. La plupart des poètes, d'ailleurs, ils étaient habités par un amour qui n'était pas toujours en réciprocité. Oui. Donc, si je suis habité, souvent je dis, au fond, la plus belle déclaration d'amour, c'est pas de dire « je suis dans le besoin de toi » ou « je suis dans le manque de toi », c'est de dire « je suis dans le plein de toi ». Bravo, Jacques. Donc, Hélène Kibaro, cette chanson, « Entre toi et moi ». Oui. Il y a tant de connivence entre toi et moi que j'ai retrouvé confiance en la vie qui va. Il y a tant d'indépendance entre toi et moi que je brise le silence où je cache mes choix. Quand tu n'es pas là, je te parle en moi. Entre toi et moi, tu es toujours là, tu demeures en moi. Ah, je demeure en toi. Il y a ces correspondances entre toi et moi, ce don de clairaudience qui nous laisse quoi? Il y a ces réminiscences du temps d'autrefois, bien avant notre naissance, dans ce monde-là. N'en restons pas là, quand tu n'es pas là, je te parle en moi. Entre toi et moi, tu demeures en moi. Ah, je demeure en toi. Ah, quand tu n'es pas là, je te parle en moi. Entre toi et moi, tu es toujours là, tu demeures en moi. Ah, je demeure en toi. Jacques Salomé, qu'est-ce qui permet de vivifier justement la relation, cette relation de couple, pour faire en sorte qu'elle s'inscrive durablement? Alors, moi j'ai trouvé 3 repères dont je les offre, je les propose, mais j'ai mis longtemps à comprendre combien ces 3 repères, qui sont apparemment simples, sont d'une aide incroyable si on veut vraiment vivifier, nourrir, alimenter et consolider une relation de couple. Car une relation de couple, il faut le savoir, c'est toujours fragile. Alors, le premier des repères, je vais tenter de le montrer à l'aide de... C'est de passer ce que j'appelle du 1 plus 1 égale 1. C'est le stade de la fusion. Au début d'une relation de couple, voilà, ils sont collés l'un à l'autre. C'est le stade du nous. Nous, on aime la montagne, on aime Mozart, on aime les livres de Jacques Salomé, enfin, etc. C'est le stade du on. On veut faire un enfant, etc. On. Puis, au bout d'un moment, parfois 1, 2, 3 années, ils vont passer au deuxième stade. 1 plus 1 égale 2. Et ils vont découvrir que on aime Mozart, ils n'aiment pas le même Mozart. Elle aime les opéras de Mozart, il aime peut-être les concertos de piano pour Mozart, etc. On aime la montagne, mais pas la même. Lui, il aime les sommets escarpés, elle aime être au chalet avec un bon livre, une paire de jumelles, regardant son mari escarpant. Voyez. Donc,
au début de la vie, la fusion, 1 plus 1 égale 1, au bout de quelques mois, de quelques années, et voyez, on se différencie, on est moins fusionnel, on est moins collé à l'autre, et on découvre donc qu'on est deux, on découvre la différenciation. Ce qu'on croyait être semblable, il y a des différences. Prenons l'exemple de, on veut faire un enfant. Oui, mais lequel? Elle veut un garçon, il veut une fille. Est-ce que vous savez que ce désir conflictuel peut donner lieu à des stérilités de transition? Ils s'entraînent tous les jours, 3 fois le dimanche, 8 ans après, il n'y a toujours pas d'enfant. Ils vont au Pérou adopter un enfant, avant même que l'enfant adopté arrive, elle tombe enceinte. Vous connaissez cela? Ça veut dire qu'ils sont sortis du conflit. Supposons qu'on adopte une fille, c'était son désir, dont il n'est plus en conflit avec le désir de l'autre, et elle tombe enceinte d'un garçon, de son désir. Je ne sais pas si c'est clair. Donc vous voyez, un enfant n'est pas conçu uniquement avec des spermatozoïdes, un ovule. Un enfant est toujours conçu à l'intérieur d'un champ de désir. Alors je vais un peu vite, c'est plus complexe. J'en parle dans mon livre Voyage au pays de l'amour, où je montre les différentes combinaisons du désir. 3e stade, 1 plus 1 plus la relation égale 3. Et quand un couple arrive à ce stade-là, ils ont plus de chances de rester ensemble. Parce qu'ils vont découvrir ce qui est méconnu. Je suis sûr que je fais découvrir ça à beaucoup de gens actuellement, qu'une relation de couple a des besoins qui lui sont propres et qui sont différents des besoins de chacun des protagonistes. Donc, il y a des besoins ici, il y a des besoins là. On a parlé au début des désirs, il y a des désirs ici, il y a des désirs là, mais quand on est en couple, on découvre qu'il y a des besoins. J'ai besoin, par exemple, que tu ne rentres pas tous les soirs à 9 h, que tu n'oublies pas mon anniversaire, parce que ça me rassure que tu penses à moi, que je suis importante pour toi, etc. Et puis que cette relation, elle a des besoins qui lui sont propres. Malheureusement, dans beaucoup de couples, on s'occupe des besoins ici, on s'occupe des besoins là, et on ignore qu'une relation de couple a des besoins qui lui sont propres. Par exemple, besoin, par exemple, vous savez que pourquoi on se dispute des fois? Parce qu'on vérifie, attention, on vérifie la solidité de la relation. On va se disputer des fois pour vérifier si cette relation est suffisamment solide pour que je puisse te faire confiance, m'abandonner. Vous voyez, voilà. Ça, c'est un premier repérage. 2e repérage, c'est d'apprendre à définir ses attentes. Voici qu'est-ce que j'attends de toi, que je n'attends pas d'une autre femme. Voici qu'est-ce que j'attends de toi, pourrait-elle lui dire, que je n'attends pas d'un autre homme. Voici, voulez-vous les tenir, mes apports, pourrait-elle dire. Pourrait-il dire, voici ce que j'ai envie de t'apporter. J'ai besoin de quelqu'un, là. Et j'aurais besoin d'une 2e personne. Là, je les ai toutes les deux. Si une 2e personne veut venir, si vous acceptez, c'est juste symbolique. Merci. Donc, est-ce qu'elle peut montrer bien la... Voilà. Quels sont mes apports? Qu'est-ce que j'ai envie de t'apporter que je n'apporterai pas à un autre homme? Et le point le plus important, quelles sont mes zones d'intolérance? Porter à la connaissance de l'autre que j'ai des zones d'intolérance. Voilà. Que si tu te cures les dents avec le couteau à fromage, c'est insupportable pour moi. Si tu rentres dans le lit sans te laver les pieds, c'est insupportable pour moi. Et c'est ça qui détruit la relation. C'est que très souvent, on va faire des choses qui ne sont pas bons pour la relation. Et alors je vous montre comment ça fonctionne. Est-ce que les apports de l'un correspondent aux apports de l'autre? Merci. Est-ce que les attentes
Non. Est-ce que les apports de l'un correspondent aux attentes de l'autre et non pas aux apports? Est-ce que les attentes de lui correspondent à vos apports et ne tombent pas dans les zones d'intolérance? Voilà. Dans une relation vivante, elle est là. Est-ce que les attentes correspondent? Parce que vous pouvez lui donner en abondance des choses dont il n'a rien à faire. Je t'ai mijoté des petits plats, je t'ai préparé, etc. T'inquiète, ton pyjama est prêt. Et puis lui, il n'en a rien à foutre de ça. Parce que parmi ses attentes, c'est faire l'amour avec toi, ma chérie. Alors les petits plats, vous voyez, et ça c'est un des drames du couple. On apporte à l'autre ce qui ne correspond pas à ses attentes, ou qui risque de tomber, une de ses attentes risque de tomber dans vos zones d'intolérance. Et le drame de beaucoup de couples, eh bien, je vais vous le dire, c'est que soit les attentes de l'un, les attentes de l'un tombent dans les zones, montrez bien, les zones d'intolérance, et les attentes de l'autre ne tombent pas dans les apports, mais tombent dans les zones d'intolérance. Et ça, c'est une relation qui se dévitalise. On se réveille 10 ans, 15 ans après, on dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai plus d'attente à son égard parce que ce qu'il m'apporte n'est pas bon pour moi, ou réveille mes zones d'intolérance. Donc, et cela, on devrait le faire au début d'une rencontre, de la relation de couple, et ensuite, chaque 7, 8, 9 ans, parce que 10 ans après, c'est pas le même homme. 10 ans après, c'est pas la même femme que vous avez épousée. Elle a changé. Donc ses attentes ne sont pas les mêmes, ses apports ne sont pas les mêmes, et peut-être même que ces zones d'intolérance ne sont plus les mêmes, etc. Voilà donc, là aussi, voyez-vous, un repérage important pour construire une relation de couple dans la durée qui ne se délite pas, qui ne se détériore pas et qui va vivifier parce que les attentes correspondent aux apports, les apports de l'un correspondent aux attentes. On le voit bien, montrez bien, voilà, comment les relations se croisent. Ça, c'est une relation vivante. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, quand même, Jacques Salomé, on se dit que c'est compliqué, qu'il faut y arriver, pas trop. Bon, il faut quand même y arriver. Alors, si on a ses repères, non. Mais ce qui est compliqué, c'est de ne pas connaître ses repères. Donc, les inscrire, savoir, bien réfléchir à tout ça. Et alors, des fois, ça ne va pas, on le sait, il y a des zones de turbulence. Et vous nous disiez à un moment qu'on pouvait réactiver quand même la relation de couple, la revivifier. Oui, la réinventer. Les réinventer, comment on fait? Avec cet outil, redéfinir ses attentes, redéfinir ses apports. Voilà, ce que je peux t'apporter aujourd'hui, c'est très différent de ce que je pouvais t'apporter quand j'étais un jeune con de 20 ans ou un jeune idiot, etc. J'ai changé, etc. Donc, ça a réinventé la relation. Et puis aussi parler des contentieux, parler de ce qui nous a été blessé. Tu m'as jamais demandé un mariage, ça m'a blessé. Ou tu donnais trop d'importance à ta mère quand elle était vivante. Elle faisait irruption dans notre relation. Ou tu me parlais des femmes que tu avais aimées, mais j'en avais rien à faire des femmes que tu avais aimées avant moi, ou des hommes que tu as aimés, etc. Donc, réinventer, c'est revenir un peu sur des situations qui nous ont blessés, mais pas en termes d'accusation, en termes de ressenti. Voilà. Parce qu'attention, il faut savoir que dans un couple, il y a chacun, même s'il ne le sait pas, il tient ce que j'appelle le registre des comptes affectifs. Sur la page de gauche, je note, ma chérie, soigneusement tout ce que j'ai fait pour toi. Sur la page de droite, je note soigneusement tout ce que tu n'as pas fait pour moi. Et je suis stupéfait de voir que dans certains couples, 10 ans après, 20 ans après, l'autre vous ressort un souvenir que vous avez complètement oublié. Voilà.
Moi, Et il note pas ce que j'ai fait, alors? Oui. Il note ce que je n'ai pas fait. Ah non, il note pas ce que j'ai fait, c'était normal, ma chérie, puisque tu m'aimais. Tu vois, je m'installe dans le confort. Mais bien sûr que dans un couple, on voit souvent ce que l'autre n'a pas fait, plutôt que ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça nous paraît évident. C'est pour ça que je t'ai épousée, ma chérie, ou que tu m'as épousée. Donc, on n'en parle même pas. C'est ça un des drames. On note, et ça, je suis frappé que dans certains couples, 10 ans, 30 ans après, l'un se souvient, par exemple, après 20 ans de mariage, ils sont en vacances dans le Midi. Il y en a un qui voit le nom d'un petit village où habite son meilleur ami. Tiens, c'est là qu'habite mon ami d'école maternelle, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, on pourrait faire un détour, il n'y a que 5 kilomètres. Et l'autre à côté. Ah non alors! Moi, il y a 20 ans, quand je t'ai demandé de faire un détour de 2 kilomètres pour aller voir mon ami, t'as pas voulu. Elle se rappelle encore de ça, elle lui fait payer aujourd'hui, 20 ans plus tard. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre que c'est ce qu'il faut comprendre. Un seul jour de guerre laisse plus de traces dans le paysage que 100 années de paix. On peut vivre du bon pendant 364 jours par an, et je vais garder pour l'année suivante le seul jour où il y a quelque chose qui ne s'est pas bien, et je te le ressortirai. On se souvient plus des messages toxiques que des messages positifs, évidemment. Positif. Avant de faire l'amour, il faut nettoyer la tuyauterie relationnelle des reproches, des accusations, des frustrations, des insatisfactions qui sont inévitables. Mais elles sont inévitables, oui, mais ce n'est pas nécessaire de les garder, parce qu'il y en a qui pratiquent ce que j'appelle, voyez-vous, le syndrome du caillou. Je vais vous dire ce que c'est le syndrome du caillou. C'est quelqu'un qui part au travail le matin, il fait quelques pas, puis il y a un caillou qui rentre dans sa chaussure. Et il va dire toute la journée, je l'enlèverai ce soir, je l'enlèverai ce soir. Il garde le caillou dans la chaussure. Et le soir, il enlève le caillou, mais il y a un trou comme cela dans son pied. Eh bien, c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Donc, votre livre, Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Exactement. Le dialogue. C'est dialoguer, communiquer, mettre en commun et ne pas garder caillou trop longtemps dans la chaussure. Alors, autre question des téléspectateurs. Oui, David, 50 ans. Après mon divorce, j'ai rencontré une femme extrêmement libre et fascinante qui s'épanouit dans plusieurs relations selon ses déplacements. Je suis très heureux quand je la vois, mais je constate qu'il m'est impossible d'approfondir cet amour puisqu'elle ne veut pas vraiment s'engager avec moi. Pourtant, j'aspire à une profonde intimité dans la confiance réciproque. Mais peut-on monter plusieurs chevaux à la fois ? Alors déjà, cet homme, voyez-vous, il fait une collusion entre amour et relation. Ce dont il parle, ça n'a rien à voir avec l'amour. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il a une relation avec cette femme, mais que cette femme, pour des raisons qui lui appartiennent, elle, a des relations multiples. Vous l'avez entendu dans les premiers temps de la lettre. Bon. Lui, apparemment, il n'a que cette relation. Et quand il dit « je ne veux pas approfondir l'amour », ce n'est pas l'amour. Il devrait apprendre à se positionner. Est-ce que j'ai envie de vivre avec toi une relation dans la continuité et moi, une relation de préférence monogame, c'est-à-dire dans lequel je suis ton seul partenaire. Si ce n'est pas possible, je ne peux que te proposer une relation de rencontre, mais je suis frustré parce que j'aimerais, le véritable enjeu n'a rien à voir avec l'amour. Le véritable enjeu, est-ce qu'il est capable d'accepter que lui qui a une relation unique avec cette femme, elle ait la possibilité d'avoir plusieurs relations en dehors de lui. Alors justement, ça pose la question quand même de cette relation amoureuse quand on veut la faire déboucher à une relation de couple. Il faut que les deux le veuillent. S'il y en a un des deux qui ne le veut pas, est-ce qu'il faut arrêter la relation? Je ne sais pas s'il faut arrêter la relation. Je ne connais qu'une règle. Tant que mon seuil, je suis cet homme. Vous êtes cette femme avec qui j'ai une relation, ça marche bien entre nous, on a beaucoup de plaisir, mais je sais que quand je ne suis pas là, parce que vous habitez une autre ville, vous avez des relations multiples. Est-ce que c'est clair? Voilà. La question, elle est chez moi, la question. Elle n'est pas chez vous. Elle est, est-ce que mon seuil de tolérance supporte que tu aies
d'autres relations qu'avec moi. Elle est là. Tant que mon seuil de tolérance n'est pas atteint. Et souvent, au début, j'accepte. J'accepte avec le désir secret que tu n'aies plus de relations multiples et que tu n'aies qu'une seule relation unique, de préférence avec moi. L'enjeu est là. Il n'est pas ni dans l'amour, ni il est dans quel type de relation je souhaite avoir. Et c'est vrai que si je t'aime beaucoup, ma chérie, peut-être que je me marcherai sur le ventre en acceptant que tu aies d'autres relations. Mais aujourd'hui, il y a des risques. Si tu as d'autres relations, j'espère que tu te protèges. Parce que je ne veux pas payer les conséquences de ces relations multiples. Donc vous voyez, les enjeux comme chaque fois qu'on parle de l'amour, on déplace sur l'amour ce qui relève de la relation. Donc je résume, si mon amour est tellement fort et j'ai peur de te perdre, peut-être que je vais accepter de poursuivre la relation avec toi, même si je sais que tu as d'autres relations. Mais si un jour, je sens que je ne me respecte pas et que j'ai quand même besoin au profond de moi d'une relation monogame, la seule avec toi, peut-être que je ne supporterai plus. À ce moment-là, c'est moi qui prendrai la décision de te quitter. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu découvres que tu tiens à cette relation et que cette relation est importante pour toi. Et peut-être, vous voyez, sachant me définir, peut-être que tu vas te définir mieux avec moi, renoncer aux autres relations et garder la relation avec moi. Vous voyez, donc tous les possibles sont possibles. Moi, je ne fais pas de morale, je ne fais que des relations humaines. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de liberté, peuvent avoir plusieurs relations. Il n'y a pas que les hommes. Jacques Salomé, on va parler aussi de quelques livres, 64 livres au jour d'aujourd'hui. On va peut-être évoquer le dernier quand même, Jacques Salomé, Voyage au pays de l'amour, qui parle du désir, d'intimité, etc. C'est une sorte de synthèse. Hein, voilà. De tout ce qu'au fond, nous avons dit dans ces deux émissions, et bien sûr plus encore, parce que nous étions limités par le temps. Et puis il y a aussi cet autre livre, Apprivoiser la tendresse. La tendresse, justement, l'amour crée la tendresse, et c'est peut-être ce qui va justement survivre à l'amour. La tendresse, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Voilà. Alors c'est l'amour qui crée la tendresse, mais attention, la tendresse n'est pas de l'amour, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Oui. Beaucoup de gens, j'entends des vieux couples, nous on est mariés depuis 40 ans et il y a beaucoup de tendresse entre nous. Oui. Au fond, comme si la tendresse était de l'amour un peu tiède, un peu, voyez-vous, plomb-plomb, un peu ronronnant, etc. Non, la tendresse n'est pas de l'amour. La tendresse, c'est une qualité particulière de la relation. Si j'ai de la tendresse envers vous, je peux avoir de la tendresse sans vous aimer. La tendresse, c'est une qualité faite d'attention, de regard, de geste, mais un geste, voyez-vous, qui ne prend pas, un geste qui donne, un geste qui ne s'approprie pas, un geste qui offre, etc. Ça, c'est pas de l'amour. Non, c'est une qualité de la relation. Beaucoup de gens pensent que la tendresse, c'est de l'amour. Et la preuve, je vais vous le dire, c'est que je peux vous aimer à la folie et être incapable de faire preuve de tendresse. Par exemple, j'ai envie de faire l'amour, vous n'avez pas envie, je me mets à bouder, je suis complètement coincé dans le lit et je vous en veux de ne pas répondre à mon désir. Je vous aime beaucoup et j'ai aucune tendresse à votre égard. Est-ce que c'est clair? Jacques Salomé, merci beaucoup. Merci pour ces deux émissions. Elles se prolongeront avec, bien sûr, d'autres émissions à venir qui parlent toujours de ces relations amoureuses. On va terminer avec une autre chanson, Hélène. Chanson, juste un ami qui m'aille, live au Casino de Paris. Voilà ce que dit la chanson. La chanson parle de ce qu'attend vraiment la femme d'un homme. Ne te mets pas en compétition avec moi. C'est ça que dit la chanson. On écoute. Je veux juste que tu m'aides à soulever cette montagne, par exemple. On écoute, c'est justement avec cette chanson qu'on va terminer l'émission. Merci beaucoup, Jacques Salomé. Pas besoin de tes cadeaux, c'est comme si tout est en trop. Je veux juste mon cœur au chaud, bien calé
dedans tes mots. Juste un ami qui m'aille, même juste un ami qui m'aille. Pas besoin de regarder tous ces trucs à la télé, mais pouvoir me confier, me sentir tout accepté. Juste un ami qui m'aille, même juste un ami qui m'aille. Pas besoin de longues vacances, ni qu'on me redise ma chance. J'ai besoin d'être rassurée, dans tes phrases me retrouver. Juste un ami qui m'aille, même juste un ami qui m'aille. Pas besoin de me faire la cour, je veux parler sans détour, me sentir enfin comblé, car justement apprécié. Juste un ami qui m'aille, même juste un ami qui m'aille. Pas besoin de bons conseils, dans ma vie c'est pas pareil. Juste besoin d'un ami qui ne juge pas ni n'envie. Juste un ami qui m'aille, même juste un ami qui m'aille. Et pas besoin de me démontrer que t'es le plus fort, rien à prouver, mais ces montagnes à déplacer, aide-moi plutôt à les soulever. Juste un ami qui m'aille, même juste un ami qui m'aille.